On est de retour pour la deuxième partie de l'émission. On va maintenant parler du Togo et évoquer la réouverture des frontières. Ces frontières qui ont été fermées depuis 2 ans dans un contexte de la pandémie à coronavirus. Eh bien, les autorités togolaises ont décidé de les rouvrir après analyse donc de la situation épidémiologique et constat donc d'une accalmie sur le plan sanitaire. Les frontières terrestres, aériennes, maritimes sont donc de nouveau ouvertes à la circulation des biens et des personnes. Mais Spiro Maoulé, moi j'ai d'abord une question. Les frontières avaient-elles vraiment été fermées? Si tu n'avais pas posé la question, c'est moi qui aurais posé la question. C'est juste que de façon officielle, de façon légale, c'est maintenant, les frontières sont ouvertes. Mais ce n'est pas maintenant qu'on a ouvert les frontières. Les frontières étaient ouvertes depuis, mais c'est seulement le sceau officiel, le sceau gouvernemental qui a été donné. Parce que je me rappelle qu'on en a déjà discuté ici, on a dit que nos frontières étaient très poreuses. Oui. Les seules véritables frontières qui étaient contrôlées, c'était les frontières aériennes. Peut-être maritimes, peut-être. Mais les frontières terrestres, franchement, il n'y avait rien de fermé. Mais sauf que il y a certaines personnes, quand même comme nous, moi personnellement, je n'oserais pas passer la frontière ni du Bénin ni du Ghana tant que ce n'est pas un document officiel qui me permet de le faire. Et donc, aujourd'hui, au moins, je sais que c'est ouvert officiellement, donc je peux me permettre de passer. Donc, c'est ce saut officiel-là qui est vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'il fallait ouvrir? Je pense que le gouvernement dit avoir pris la mesure des choses, oui. Mais je pense que ça fait au minimum 6 mois déjà qu'on aurait pu se permettre de l'ouvrir. Mais bon, tout est à l'appréciation de ceux qui sont les décisionnaires. Et je pense que ça a été fait. On ne peut que saluer qu'aujourd'hui au moins, officiellement c'est ouvert. Ce qui était ouvert est ouvert officiellement. D'accord, voilà. Ce qui était ouvert ouvert officiellement. Sogoyo Kegebe, vous l'avez constaté également dans nos pays avec la porosité. Quand on parle de fermeture des frontières, ça fait rire plutôt. Je crois que ça fait rire, mais il faut prendre au sérieux les décisions de nos gouvernements. Parce que c'est une situation qui s'est imposée de l'extérieur. Quiconque connaît nos pays et leurs frontières, dire qu'on a fermé la frontière, c'est compliqué. Parce que la frontière fermée, ça veut dire que je ne peux plus aller officiellement à Aflao avec ma voiture et mon passeport pour passer ou à chose. Mais sinon, le reste, rentrer un peu dans la brousse d'ici jusqu'à la frontière du Burkina, qui peut contrôler ça? Qui peut fermer ça? Vous arrivez à des endroits, moi j'en ai vu dans la région de Badou, d'Akonta, le type est assis ici, sa cuisine est là, sa chambre à coucher est là-bas, c'est au Ghana. La cuisine est au Togo, et puis la chambre à coucher est au Ghana. Et puis la chambre à coucher au Ghana. Donc nos frontières ayant été tracées, comme vous le savez, mais aujourd'hui, comme on l'a dit, il faut prendre acte de l'ouverture de ces frontières, remercier le gouvernement d'avoir... En fait, ils ont mis un peu de temps parce qu'ils voulaient encore tout vérifier, savoir si la pandémie est vraiment calmée, que ce n'était pas une simple impression, on ouvre demain matin, on referme. Donc nous disons qu'ils ont pris toutes les dispositions, toutes les mesures, toutes les vérifications et ils ont ouvert. Ces félicitations. Alors, il y a eu naturellement un impact sur l'économie, la fermeture des frontières parce que les voyages, c'est vrai que individuellement, les gens trouvaient des solutions. Il y avait d'autres endroits où on pouvait passer, mais le transport de marchandises était devenu compliqué. Le transport de grosses quantités de marchandises était compliqué. Mais sinon, le transport de marchandises même ne posait pas problème. Juste que ça permettait plutôt à certains de s'enrichir illicitement. Parce que quand vous venez, ils prenaient des bachiches là-dessus et c'était exorbitant. Mais au moins aujourd'hui, comme c'est officiel, ils ne peuvent plus prendre ça. C'est ça l'intérêt de l'ouverture officielle de ce qui était ouvert. Mais l'autre problème, c'est que si on n'ouvre pas maintenant, il y aura une crise sociale au Togo. Vous savez qu'actuellement, avec la guerre d'Ukraine, il y a beaucoup de denrées qui posent problème. La vie chère est vraiment d'actualité. Et donc, il y avait des choses qu'on prenait beaucoup plus du Ghana,
du Burkina et du Bénin. Et donc, tout ça là, les gens étaient obligés d'utiliser des contours bizarres pour arriver et ça faisait que c'était très cher. Ouais. Et donc, ça s'imposait à nous que la frontière s'ouvre pour que les gens puissent emprunter les voies officielles, pour que les coûts diminuent un peu. Et je pense que c'est tout à fait normal que le gouvernement a été obligé, a été contraint d'ouvrir les frontières. Bon, maintenant, si l'argument, c'est qu'il y a accalmie, tant mieux. Peu importe l'argument, l'essentiel, c'est que les frontières officiellement sont ouvertes aujourd'hui et qu'on espère que les transactions commerciales seraient beaucoup plus fluides et beaucoup plus honnêtes et que les prix pourront alors diminuer un peu pour le bien du Togolais. Alors justement, est-ce que parce que cette réouverture intervient dans le contexte de la vie chère qu'évoquait Spiro Maoulé, il fallait aussi ouvrir pour que nos marchés puissent recevoir d'autres approvisionnements? Oui, au fait, la vie chère, c'est comme Covid-19, c'est une pandémie qui touche tous les pays. Aujourd'hui, ni au Ghana, ni au Bénin, ni au Burkina, on achète moins cher qu'au Togo. Mais, comme chaque pays a ses productions, c'est-à-dire qu'il y a des choses que c'est le Ghana même qui produit. Il y a des choses, bon, même l'eau à boire, les gens amènent ça du Ghana. Ok. L'ouverture, comme il a dit, s'imposait, qu'on le veut ou non. Elle s'imposait. Cela a été fait. Le gouvernement l'a fait de lui-même. Personne ne l'a obligé. Ouais. Il l'a fait de lui-même. Sinon, les bagages, les marchandises venaient en acquis. C'est-à-dire que vous allez à Accra, où vous avez votre correspondant à Accra, vous achetez les bagages, on rassemble tout dans un gros véhicule qui amène. Les hommes ne passaient pas, mais les marchandises passaient. Si vous vérifiez à la frontière, on vous le dira. Sinon, mais attends, on était complètement asphyxiés. Hein? Donc maintenant, comme vous avez dit, l'ouverture officielle va faire augmenter les débits d'entrée et de sortie parce que le Togo aussi exporte. Ce n'est pas seulement les autres qui viennent vendre chez nous. Le produit spécifiquement des choses qu'il vend aux autres pays, à commencer par le maïs. Alors, donc, si les frontières sont ouvertes, chacun vendra bien ce qu'il produit le mieux. Mais il y a tout de même une condition pour la traversée. Il faut des preuves de vaccination. Est-ce que c'est encore opportun aujourd'hui d'exiger ça? Bon, c'est toujours opportun pour un moment, même si on sait qu'en réalité, ça ne va pas être véritablement vérifié. Ça va, comme je le disais tantôt, ça va permettre juste aux douaniers d'avoir encore un peu de sous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, est-ce que tu as ta carte? Tu dis, ils ne vont même pas demander. Toi, mais tu sais que si tu ne l'as pas, il faut glisser un 500 en dessous. Ça ne fait qu'augmenter la corruption dans le pays. Et puis, parce qu'on sait que le nombre de personnes vaccinées n'est pas si important que ceux qui ne le sont pas, celles qui ne le sont pas. Donc, mettre ça comme un facteur, je pense que ce ne serait pas réaliste. Donc, c'est la porte ouverte à la corruption et tout ça là. Mais il y a quand même un certain nombre de normes qu'un gouvernement a l'obligation de prendre pour se dédouaner des éventuelles retombées négatives des choses. Et donc, on m'a dit quand même que nous avons pris les mesures. C'est-à-dire que si demain, ça augmente, on a dit oui, mais nous avons toujours dit de ne pas laisser ceux qui sont là. Et donc, c'est juste pour ça. Mais sinon, en réalité, je pense que les membres du gouvernement aussi savent que ça, là, ça va être très difficile à appliquer. Même question? Oui, bon, je crois que j'ai dit de vaccination pour... les histoires de vaccination, comme il l'a dit, les vaccinés étant moins nombreux que les non-vaccinés, même si au Togo, le taux est vraiment à féliciter, le taux de vaccinés est à féliciter à cause des mesures précises prises par le gouvernement en collaboration avec tous les partenaires au développement qui ont donné, les plus généreux, les moins généreux qui ont donné. Mais malgré ça, sur les 7 ou 8 millions de Togolais que nous sommes, je doute que plus de 4 millions soient vaccinés. Même quand je dis 4 millions, c'est que vraiment, j'ai monté la barre très haut. Donc les autres 4 millions, ils font comment? Ils ne vont plus traverser les frontières, ils vont les traverser.
Donc, effectivement, l'argument, c'est qu'un jour, s'il y a un problème, qu'on dise, mais le gouvernement n'avait jamais dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Il a dit que tout le monde, on doit vérifier que chacun est vacciné. Et effectivement, bon, si tu n'as pas... À la frontière, normalement, on doit demander ton passeport ou ta carte d'identité. On demande même la carte de vaccination orange. Oui. Hein, on demande ça, le carnet jaune. Mais si tu ne l'as pas, tu sais ce qu'il faut faire. Alors, souvent, il vaut mieux ne pas l'avoir. Parce que si tu présentes le carnet jaune, on va dire, est-ce que tu as ton passeport? Est-ce qu'il y a... Alors que normalement, dans les pays de la CEDEAO, le passage doit être beaucoup plus facile que ça. Moi, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi on nous bloque à la frontière pour faire ces vérifications-là. Vous arrivez, par exemple, en Europe, vous ne savez même pas à quel moment vous allez passer d'une frontière à une autre. Ouais. Mais là, au Togo, pour aller au Bénin... Non, c'est pas au Togo, en Afrique. En Afrique, Voilà. Pour aller au Bénin, alors qu'on est dans la CEDEAO et qu'on crie que la CEDEAO est efficace, pour aller au Bénin, c'est tout un problème. C'est les gens qui passent facilement, c'est justement ceux qui ne présentent pas l'allure d'être des illettrés. Les bonnes femmes là qui passent, on ne leur dit rien, elles sont habituées à faire le va-et-vient, on les laisse. Mais vous présentez juste un aspect, vous voyez une voiture, on vous bloque et vous devez payer des 500, des 1000 francs un peu partout. C'est vraiment dommage. Non, le problème, c'est qu'à la frontière, ici à l'ouest, même si tu as un passeport, il vaut mieux le cacher. Oui. Tu arrives, tu donnes quelque chose, tu vas. Parce que dès que tu sors le passeport, ils vont aller de bureau en bureau pour des formalités complètement délirantes. Donc, dès que vous traversez, vous mettez le passeport dans la poche, vous arrivez, vous donnez le passeport fabriqué à Chamalières, et puis bon, vous continuez la route. Mais une personne comme vous ne peut pas arriver à la frontière et dire qu'elle n'a rien. Alors on va vous dire au moins carte d'identité, et les cartes d'identité doivent être accompagnés de quelque chose, et c'est dommage, la corruption augmente. C'est dommage. Alors l'autre aspect important pour moi dans cette affaire de réouverture des frontières, c'est justement le contexte sécuritaire. On a vu, le Togo a été victime d'attaques terroristes au moment où les frontières sont fermées. Elles viennent d'être officiellement rouvertes. Est-ce que ça s'y prête? Écoute, les Français, dans le temps, avaient construit la ligne Maginot afin que les Allemands ne les attaquent pas. Eh bien, les Allemands sont passés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va construire une ligne Maginot autour de tout le Togo? On ne peut pas le faire. Donc, on doit ouvrir les frontières. On les a ouvertes. De toutes les façons, les djihadistes, l'insécurité, ils ne sont pas loin. Nous sommes avec eux. Peut-être hier soir, tu as vu dans un bar où un djihadiste était assis. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on ouvre les frontières, mais que chacun doit être un élément de sécurité pour le pays. L'armée, les forces de sécurité et de défense nous protègent. Nous devons aussi travailler pour les protéger. On se protège mutuellement. Et tous les Togolais doivent être concernés. Ce n'est plus une question de religion. Ce n'est pas une question de parti politique. Ce n'est pas une question de ci et de ça. Mais c'est une question de sécurité pour nous tous. Parce que le djihadiste, il ne te pose pas de questions sur ton parti, sur ta religion, sur ton corps avant de te tuer. Donc les Togolais, maintenant que les frontières sont ouvertes, nous devions être plus vigilants. Ceux qui ont des hôtels, savoir qui on reçoit à l'hôtel. Ceux qui ont des auberges ou des chambres de passage à la maison ou partout, savoir qui je reçois. Parce que si vous hébergez des terroristes, il y a de fortes chances que vous en soyez la première victime. Donc on ne peut rien. On ne peut pas dire on n'ouvre pas parce qu'il y a les terroristes. Les terroristes étaient venus quand on n'avait pas encore ouvert. Hein. Ils sont passés par où? Ce n'est pas parce qu'on a ouvert les frontières qu'ils sont venus. Donc c'est tout simplement que un appel doit être lancé à chacun de nous tous, qu'on comprenne que c'est nos vies individuelles et collectives qui sont mises en jeu dans cette affaire de terrorisme. Est-ce que ça ne montre pas aussi que la maîtrise de nos frontières, c'est une faiblesse pour nos États? Pas pour nos frontières. Même en Europe, les frontières ne sont pas verrouillées à 100%. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réfléchi et ils ont fait l'union. De sorte que, au lieu de chercher à protéger, si la CEDEAO marchait, au lieu que le Togo protège sa frontière avec le Ghana, avec le Burkina, avec le Bénin, on laisse tout ça et on ne protège que la frontière de la CEDEAO et puis l'affaire est réglée. Donc, on mutualise nos efforts pour protéger nos pays. C'est beaucoup plus facile que ça. Parce que quand même, si on prend une frontière qui fait
le Togo, je ne sais pas, 1000 et quelques kilomètres. Peut-être en longueur, Non, on a ici à 700, Longo, on a 750. environ 700 700 kilomètres. Ouais. On peut pas. Si on peut pas positionner un militaire à chaque Tous les 10 mètres. à la rigueur par kilomètre, Ouais, ça ferait 700 700 km, c'est quand même très petit. C'est petit. Par rapport à une frontière, moi j'imagine une frontière entre la Russie et l'Ukraine, ça fait plus de 2000 km. Mais prends une frontière entre le Mali et le Niger. C'est très Ça grand. fait Ouais. ordinaire. Ouais. Donc, c'est pas possible de véritablement. On ne peut pas protéger hermétiquement les frontières, sauf à construire des murs autour, comme quelqu'un a voulu le faire aux États-Unis. Mais honnêtement, ce n'est pas possible. Donc, du coup, il y a des points pour protéger la frontière et normalement, les gens reçoivent des formations pour pouvoir essayer ça. Donc, ce n'est pas les frontières qui empêchent les terroristes de progresser. C'est d'abord les mesures les mesures de sécurité qui sont mises sur place dans le pays. Mais ensuite, c'est comment on associe la population à la gestion des crises. Moi, je me rappelle toujours que quand le 23 septembre 86, il y a eu des problèmes au Togo. Moi, je me rappelle qu'on est arrivé à dire que c'est grâce à la population de la cellule 30 et de telle cellule qu'on a pu identifier. Mais c'est tout. Quand, par exemple, je suis dans mon quartier, si je suis dedans depuis 2 ans, 3 ans, même si sans connaître les noms des gens, j'ai quand même un visage que je connais. Donc, s'il y a un nouveau, ça m'interpelle. Et donc, du coup, si ce nouveau-là ne me semble pas très fiable, par rapport à ces mouvements dans la zone, je dénonce très rapidement. Donc, avec ça, on pouvait assurer une certaine sécurité pour le pays. Mais pour arriver à ça, il y a des facteurs importants. Le premier facteur, c'est que le citoyen se sente lui-même citoyen. Oui. C'est-à-dire que si lui-même a des récriminations contre le pouvoir ou contre le pays, c'est clair qu'il ne va pas chercher. Deuxième, il faut qu'il ait un sens quand même de la morale et de l'honnêteté qui lui permet de dire quand même que ce qui est mauvais, c'est mauvais, quel que soit celui qui le fait. Ensuite, la faim. La faim, la pauvreté. La pauvreté est un facteur qui permet le foisonnement de ces terroristes-là. Parce que si les gens n'arrivent pas à manger et que vous leur dites, bon, ok, je vais rester un peu dans votre village, prenez 2 sacs de maïs, et là, non seulement ils vont vous recevoir, mais vous serez le prince. Alors que vous êtes venu pour les détruire plus tard, eux, ils ne vont pas le savoir. Et donc, tout ça, là, c'est... Et enfin, le dernier élément, c'est l'état de droit, qui fait que tout le monde sait que si tu déconnes, il y a des tests qui sont prévus, et ces tests-là s'imposent à tout le monde. Il n'y a pas de poids, de mesure dans le pays. Donc, autant d'éléments qui font que les citoyens se disent que c'est notre chose, c'est la res publica, et donc nous luttons tous pour la même chose. Maintenant, si les gens ont l'impression qu'ils protègent le pays pour le gouvernement et non pour eux-mêmes, vous voyez que dans ces conditions-là, il y a un souci pour le pays. Oui, il faut expliquer à la population que ce n'est pas le gouvernement qu'on protège. Depuis qu'il y a les terroristes au Mali, ils ont tué. Mais est-ce qu'ils n'ont jamais réussi à tuer un ministre? Non. Au Burkina, est-ce qu'ils ont tué un ministre? Non. Donc, ce n'est pas le gouvernement que nous protégeons. Vous parliez de la protection des frontières. Par exemple, le Togo ne peut pas dire « moi, je vais sécuriser la frontière avec le Ghana tout seul ». Non. Il ne peut le faire que s'il travaille avec le Ghana. Parce que si toi seul, tu dis « j'ai sécurisé ma frontière » et que de l'autre côté, ce n'est pas fait, tu perds ton temps. Le Burkina, là où les gens sont venus la dernière fois pour semer la mort, mais on ne peut véritablement contrôler cette frontière qu'en bonne entente avec les pouvoirs publics burkinabés et naturellement aussi avec les populations, comme il l'a dit. C'est-à-dire que les populations au Togo, les populations au Burkina, le long de la frontière, savent que le djihadisme est une menace pour nous tous. Maintenant, s'il y a des clivages genre politique, comme vous l'avez souligné, il y a des clivages genre pauvreté, bon, d'accord. Je préfère dans ce cas que nous-mêmes, entre nous, citoyens d'un même pays, on se chamaille, qu'on se boxe même à l'Assemblée nationale, comme on voit se passer dans d'autres pays, mais qu'on n'ouvre pas la porte aux djihadistes parce qu'on n'est pas content de tel ou tel aspect de la vie publique de son pays. Voilà. Oui, mais le souci, ce n'est pas
ce n'est pas que c'est institutionnalisé. Mais quand vous prenez les jeunes Européens qui sont allés agrandir la masse des djihadistes en Syrie, mais c'est des gens qui sont déçus par la politique dans leur pays. Quand vous prenez, par exemple, les gens qui ont agrandi la foule de Boko Haram, c'est des gens qui se sont sentis marginalisés dans leur pays. Ce n'est un souhait pour personne. Ce n'est un souhait pour personne, parce que quand on tire une balle, il n'y a pas de nom écrit sur la balle. Et c'est celui qui reçoit qui meurt. Et donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde de chercher cette protection-là. Et ça passerait forcément par une certaine sensibilisation et information. Moi, j'ai apprécié une chose, c'est que quand l'attaque a eu lieu au lendemain, j'ai quand même vu presque unanimement tous les acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir féliciter nos forces armées pour présenter des condoléances pour les décès et puis des mots d'encouragement pour que les choses continuent. Mais tout le monde a oublié qu'on n'était pas forcément tous en odeur de sainteté ou d'amitié avec les forces armées. Mais là, tout le monde a senti que ces forces armées-là ont protégé le pays. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut. Mais ne créons pas nous-mêmes dans le pays des possibilités que les djihadistes vont pouvoir utiliser, parce que ces gens-là n'ont ni religion, ni ethnie. Alors, moi, je reviens quand même sur la question fondamentale de la protection des frontières. Vous avez évoqué la partie de Kwekwa-Kandji où les djihadistes sont arrivés. Les témoignages ont révélé que de l'autre côté, il n'y avait quasiment pas de militaires pour la sécurisation. Donc, du coup, la maîtrise des frontières est un enjeu dans cette lutte-là. Oui, c'est ce que j'ai dit. La maîtrise d'une frontière, c'est ce qui passe, la ligne qui passe entre deux pays. Oui. Donc, si toi tu protèges la ligne de ton côté et qu'en face l'autre ne protège pas, tu n'as rien fait. Parce que, comme on le disait tantôt, vu les distances, on ne peut pas mettre un militaire armé tous les 10 ou 20 mètres pour protéger la frontière. Donc, s'il y a un poste ici... Mais il y a des points de passage quand même. Il y a des points de... Les terroristes n'utiliseront pas le point de passage. Mais attends, il y a des points de passage, mais partout. Mais partout. Il n'y a rien. Là où l'attaque a eu lieu, ce n'est même pas une grande rivière. C'est un petit... Je ne suis jamais allé là-bas. Mais ceux qui ont vu l'endroit ont dit c'est un petit marigot. Même en saison de pluie, tu peux traverser. Donc, avec ça là, il y a des points de passage partout. On n'est pas dans les Andes, dans l'Himalaya, où il y a des pics insurmontables, ou au Congo, où il y a des fleuves larges de 2-3 km. On n'est pas dans ce schéma. Donc, dans nos pays-là, les frontières, on les passe n'importe quand, n'importe où, comme on veut, quand on veut. Donc, dans le cas du lieu du drame, la dernière fois contre nos forces armées, mais les Togolais ont bien jouer leur rôle de leur côté en sécurisant leurs frontières, en mettant des camps, et ils n'ont pas mis que des camps. Ce qu'on ne dit pas aux gens, les forces armées ont même fait des forages pour les populations. Les djihadistes, après, ils sont allés même boire dans un des forages qui a été fait par l'armée. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Il le disait tantôt que, bon, il faut quand même que les gens ne soient pas trop frustrés, la misère, la pauvreté, le manque d'eau, le manque d'électricité. C'est un package que l'État togolais fait dans ces régions pour que graduellement chacun se sente concerné. On reconnaît que dans certaines régions, il y avait un peu d'oubli par rapport aux populations. Mais le gouvernement en a pris conscience, et si le président de la République lui-même à plus d'une occasion s'est déplacé sur le terrain, c'est qu'il veut se rendre compte de est-ce que ce que j'ai dit qu'on fait là, est-ce qu'on le fait réellement? Et on le fait. Donc, il faut être à deux pour protéger une frontière. Maintenant, moi, je ne suis pas le ministre des Affaires étrangères. Je suis sûr que celui du Togo va prendre langue avec celui du Burkina, entre diplomates et après entre les forces de défense et de sécurité. Parce que si les Burkinabés protègent leurs frontières, ils nous protègent. Si nous protégeons nos frontières, nous protégeons aussi les Burkinabés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité, puisqu'on parle de frontières, de repenser le concept même de frontières dans nos pays? Vous avez évoqué par exemple le cas de l'Europe où on n'a pas l'impression de traverser des frontières.
on a comme l'impression d'être dans le même pays. Et donc, ce sont plus vos limites d'ensemble qui sont protégées. Et là, on peut se concentrer au niveau de l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de faire ce travail à notre niveau? Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir des frontières? Non. Parce que quand vous allez à toutes les frontières du Togo, c'est les mêmes peuples qui sont de l'autre côté. Ouais. Voilà. Donc, en réalité, on n'a pas besoin de frontières. Les frontières, ce n'est pas les Africains qui ont tracé les frontières. Les frontières ont été tracées par l'Européen à un traité et après par la guerre pour avoir gagné un certain nombre. Donc, la question est simple. On n'a pas besoin de frontières. Maintenant, nous avons une CEDEAO. Mais moi, je pense que la CEDEAO gagnerait à prendre ces questions-là comme des questions sur lesquelles il faut réfléchir, que de prendre des questions du genre condamner les putsch, etc., puis simplement s'arrêter là. Si la CEDEAO fonctionnait véritablement, vous savez, aujourd'hui, ce qui permet de vaincre le terrorisme, c'est les informations. Voilà. Ce n'est pas les armes, c'est les informations. Et donc, si la CEDEAO travaillait véritablement, on aurait peut-être su qu'il y a un mouvement de personnes armées qui quittaient le Burkina pour aller au Togo. On aurait dû informer le Togo depuis pour dire mettez-vous en garde parce que les gens arrivent. Et quand ils ont fini et qu'ils sont en train de partir, normalement on doit dire nous sommes en train de les repousser, ils viennent vers vous. Et si on vous dit ils viennent vers vous, l'idéal serait que vous venez bloquer ce repli-là pour qu'on mette fin à ce groupe-là. Donc c'est-à-dire que la collaboration n'est pas souhaitée, elle est une nécessité, c'est une obligation. Aucun pays aujourd'hui ne peut évoluer en vase clos. Plus encore, nos pays africains qui ont des frontières. Mais en plus, ce n'est même pas des frontières entre deux pays. Vous prenez les gains qui sont au Ghana, c'est les mêmes gains qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes qu'on retrouve au Togo, au Bénin et tout ça là. Donc du coup, je pense que nos États, à travers la CEDEAO, doivent grandir vers, et on le dit depuis, la CEDEAO des peuples. Ce qui signifie qu'il faut mettre une croix sur les frontières, laisser ces histoires. Pourquoi on ne va pas construire un pays fédéral à l'image, par exemple, des États-Unis? Je ne suis pas en train de rêver, c'est des choses qui sont possibles. Pour pouvoir peut-être mutualiser un certain nombre d'éléments pour que nous puissions être à l'aise. Simplement considérer que, par exemple, le Togo va être dirigé par un sénateur ou un gouverneur et on va avoir un président pour toute la CEDEAO qui n'a qu'un pouvoir, entre guillemets, politique, mais chacun dirige son pays dans des directives assez bien précises. Je pense que ça résoudrait le problème de Boko Haram depuis longtemps. Mais même si on ne veut pas arriver à ça, il suffit par exemple qu'on puisse dire, OK, nous allons prendre une semaine, Togo, Bénin, tout ça là, regroupez-vous. Les Boko Haram sont dans mon pays, dans tel niveau. On les détruit là-bas. Après, on dit, chez nous, c'est à tel niveau, on les détruit. Je pense qu'en peu de temps, si vraiment il y a ces djihadistes-là, parce que finalement, j'ai l'impression que ce n'est pas de vrais djihadistes, c'est des groupes de malfaiteurs armés par des gens qui ont les moyens et qui veulent simplement faire du mal. Ils n'ont aucune idéologie, ils viennent, ils tuent. Je disais la dernière fois que ces gens-là même, le problème c'est que quand ils arrivent, ils n'ont pas l'objectif, je n'imagine pas que l'objectif c'est de venir prendre le pouvoir au Togo. Non, c'est juste tuer le maximum et repartir. Mais ce n'est que des criminels. Alors dans ce cas-là, il est important pour tout le monde de se mettre ensemble et de régler ça. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas tous les Togolais. C'est tous ceux qui sont dans la CEDEAO d'abord. Ensuite, on quitte la CEDEAO, on va vers l'Afrique. Ensuite, on quitte l'Afrique et je pense que le problème est réglé. Vous savez, vous avez posé la question d'ailleurs pourquoi les frontières. Mais regardez autour de vous, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. C'est eux qui ont les associations les plus bizarres, Conseil de l'Entente, UEMOA, CEDEAO. Ils font quoi? Mais ils font rien. On dit qu'il y a une force en attente de la CEDEAO. Les djihadistes égorgent à tour de bras au Mali. Je n'ai jamais entendu parler de cette force. Mais dès qu'on fait coup d'État et qu'un pays extérieur dit non, je ne veux pas coup d'État, on entend dire que la force en attente va aller pour mater les putschistes. On les attendait, hein. Moi ça me ferait vraiment plaisir que les forces de la CEDEAO aillent mater les putschistes au Mali. Donc moi je crois que on ne s'adonne pas à ce qui est utile pour nous.
On veut juste savoir comment défendre ce qui est utile pour les autres. Les pays européens, ils sont plus développés que nous, ils ont tout. Mais ils ont senti la nécessité de se mettre ensemble. Et nous, petit Togo, petit Bénin, petit Ghana, petit Burkina, chacun se prend pour le centre du monde, que sans lui, le soleil va cesser de se lever à l'est pour se coucher à l'ouest. Mais si les Africains sont balkanisés dans leur tête d'abord, comment vous voulez que les pays ne soient pas balkanisés? Et regardez tous les préjugés qui courent sur les gens d'un pays à un autre. Quand on dit un Ghanéen, on dit Béninois, on dit Burkina. Ça dit que là-bas aussi, quand tu dis Togolais, les gens disent ah non, non. Mais, or, au Togo, les peuples ne sont pas uniformes. Au Togo, une partie des populations de telle ethnie se trouve au Ghana, se trouve au Bénin. Mais on fait comme si le Togo était un groupe uniforme, homogène, qui n'existe pas dans d'autres pays. Moi, je crois que ça viendra un jour, mais peut-être dans 3, dans 4, dans 6, dans 10 générations, hein, quand notre existence, passage sur Terre aura été oubliée depuis 100 ans, 200 ans, viendra une autre race d'Africains qui sentira la nécessité d'être ensemble pour mieux résister face aux autres peuples. L'Union soviétique, elle tient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un territoire immense, 17 millions de kilomètres carrés, mais quand même, imaginez que la CEDEAO formait un seul pays. Toutes les richesses qu'on a, les richesses humaines, les richesses minérales, les richesses agricoles, on ne serait pas en train de mourir de faim juste parce qu'il y a une guerre à 6000 km en Ukraine. Donc ça va venir un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est trop pressé. Pour le moment, faisons que 2 pays s'entendent pour garantir la sécurité sur leurs frontières et nous tous, on peut la nuit dormir tranquille dans nos chambres. Mais la volonté quand même de mutualisation, elle est là. Parce que après l'attaque la dernière fois, on a vu le président béninois qui a dit on doit travailler ensemble. Au niveau du Ghana, le ministre de la Sécurité a été envoyé, il a rencontré le général Damramyak. Il y a cette volonté de travailler ensemble, j'ai envie de dire, de se sortir un peu de ces frontières limitatives. Qu'est-ce qui empêche la matérialisation? Je pense que ta question, elle n'est pas de toi, elle est pour les autres. Parce qu'en réalité, tout le monde sait que ces discours-là ne sont que des discours officiels. Ouais. Est-ce que dans la pratique, est-ce que dans la réalité, les gens œuvrent à ça? Non. Vous voyez, moi, il y a... Même quand vous prenez tout le Togo, je ne prends que le Togo, mais on sait que, par exemple, il y a un petit fleuve quelque part. Les deux qui sont d'un côté ou de l'autre du fleuve, tout le monde a besoin de ce fleuve-là. Et aucun n'a intérêt à saluer le fleuve. Pourquoi on ne va pas se mettre ensemble pour faire... On ne va pas le faire. Parce qu'il y a des intérêts où des gens nous disent que vous ne devez pas être frères. C'est tout notre problème. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit moi ou que ce soit toi, tout le monde comprend que vraiment, il n'y a pas... Ce n'est pas une utilité véritablement d'avoir des frontières internes. Mais on s'y accroche tout simplement parce qu'on veut avoir un président togolais, un président burkinabé, un président béninois, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça là? C'est simplement parce que nos pays occidentaux nous ont dit il faut les avoir. Mais si on réfléchissait autrement, ça devait pouvoir marcher. Nous sommes habitués à vivre en communauté en Afrique. Mais est-ce que nous voulons pratiquer cette communauté-là à l'échelle des pays? Non. Il y a eu une tentative au niveau de la Sénégambie, mais qui n'a duré que un peu de temps parce que les gens ne sont pas arrivés à élever un peu leur façon de voir les choses. Le Nigeria, c'est un État fédéral. Le Congo, aujourd'hui, est composé par plusieurs provinces. Mais pourquoi on ne peut pas... Je ne suis pas sûr que les Africains... on n'a même pas à dire que dans 20 générations, dans 30 générations, ça peut se faire. On peut faire aujourd'hui si telle est la volonté des gens. Seulement, la volonté des gens n'est pas là. Et ensuite, on est tellement inféodé aujourd'hui aux Européens que malheureusement, eux, ça ne va pas dans leur intérêt que nous puissions faire ça. Et donc, eux, ils ne vont pas nous aider à le faire. Sur un autre plan... Oui, mais avant l'autre plan, vous dites qu'on est tellement inféodé, mais si c'était le cas, on les voit, eux, ils se mettent ensemble, ils mettent même leur monnaie ensemble, ils mettent leurs frontières ensemble. Pourquoi on ne le copie pas? Oui, parce que ça ne les arrange pas que ce soit ainsi. Vous prenez par exemple, il y a une chose extraordinaire que les Africains
entre guillemets, une partie des Africains sont arrivés à faire. C'est ce que nous appelons le traité de Luanda, et qui fait que nous avons tous, pour les pays, les 17 pays qui l'ont signé, un droit commun qu'on applique. Mais depuis là, qu'est-ce qu'on a encore fait d'autre? Rien. Si on est arrivé à avoir, en matière commerciale, un test pour tous, en matière de constitution, on peut avoir des tests qui fédèrent tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des questions de volonté, et des questions surtout d'intérêt. Ce n'est plus, la géopolitique aujourd'hui n'est plus à l'échelle d'un État, c'est à l'échelle mondiale. Et les Européens, quand ils se réveillent, il y a des cellules qui réfléchissent sur comment faire pour que nous, on progresse toujours, et éventuellement que l'Afrique reste toujours à l'état. Si l'Afrique progresse un peu, ça ne les gênerait pas si eux, ils ne sont pas gênés. Donc d'abord leur intérêt et ensuite vous. Maintenant, nous, en Afrique, est-ce que nous avons des cellules pour voir comment on va faire autrement ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui? Non. On réagit au cas par cas. Et on vit plutôt beaucoup plus ce que l'autre vit. Moi, ça m'a vraiment surpris que pour une fois, les chefs d'État africains ne se sont pas tous alignés pour dire nous condamnons la Russie, etc. Et les gens se sont tus. Et là encore, ils n'ont même pas eu le courage de dire nous sommes pour ce que la Russie fait. Donc, au moins, ça voudrait dire qu'on peut encore avoir des parcelles de pouvoir qui feront qu'on va décider à court terme, ou à long terme, ou à moyen terme, on va pouvoir décider de prendre en charge l'Afrique d'une autre façon que ce qui se fait aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a un travail de fond aussi à faire pour matérialiser cette volonté de mutualisation? Mais il faut d'abord que les peuples se connaissent. Est-ce que vous voyez? Je disais ici les préjugés que nous cultivons dans nos pays, contre tel pays, contre tel pays. Et regardez, nos universités, nos écoles, nos collèges, nos lycées, il n'y a pas d'échange. Est-ce que ton fils est venu te dire un jour que, bon, écoutez, papa, on nous a dit qu'on va aller visiter Koumassi au Ghana, voir le royaume Ashanti, là où était l'épée du héros au Konfo à Nokié, voir le trône d'or? Non. Donc, ton enfant va grandir, être comme tu es aujourd'hui. Mais il ne sait pas qu'à côté, le Ghana, là, que c'est là-bas des populations accueillantes avec qui il peut s'entendre, où il peut vivre, il ne sait pas. Vice-versa, les Ghanais aussi ne savent pas. Il faut d'abord qu'on apprenne à nos populations à se connaître. Les gens font bien des séminaires entre des pays au haut niveau, mais il faut aussi aller au bas niveau. Il faut même que les jeunes agriculteurs, par exemple, aient des rencontres d'échange. Puisqu'on ne produit pas la même chose dans toutes les zones, dans tous les pays. Mais il n'y a pas ça. Donc si on ne commence pas là-bas, par conscientiser les gens, par savoir que les problèmes que vous avez au Bénin, bon, nous aussi on a les mêmes problèmes ici. Donc ensemble, comment on peut faire pour les résoudre? Et regardez ce qui se passe aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Il a fait allusion à ça. Mais tu n'es pas surpris, Samuel, que les pays africains n'aient pas, l'UA n'ait pas convoqué une réunion pour adopter, disons, une ligne de conduite commune, non pas pour soutenir la Russie ou l'OTAN, mais pour voir comment on peut défendre nos intérêts dans cette affaire. Non, mais non. On est là, c'est la Russie, c'est l'OTAN, mais vous-même, vous êtes où? Vos intérêts, c'est où? Vous voulez quoi pour vos populations? On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Donc, il faut un travail de sensibilisation, un travail de formation. En Europe, il y a des échanges. Il y a comment ils appellent ça, Erasmus, où les étudiants... Oui, mais il faut le faire dans nos pays. Oui, mais ce qui est encore plus facile, c'est que les frontières sont ouvertes. Et donc, le Ghanéen qui veut visiter le Togo, il ne va pas se dire, oui, mais est-ce qu'on ne va pas me bloquer? Je n'ai pas de passeport, est-ce que je peux aller? Non. On est dans la CEDEAO. Donc, je peux aller où je veux. L'essentiel, c'est que j'ai les moyens de déplacement. Là, si vous avez même les moyens de déplacement, il y a des contraintes douanières, il y a des contraintes policières. Et donc, du coup, malheureusement, les gens ne peuvent pas se connaître. Plus des préjugés sociaux, des préjugés qui sont fondés beaucoup plus sur l'ethnie et qui nécessitent alors qu'il y ait un peu plus de sensibilisation et d'information à la base. Mais parfois même, je me demande si les petits Togolais savent que les petits Ghanéens sont des Africains aussi. Parfois, je me demande. C'est-à-dire que quand vous entendez les gens dire des choses, vous avez l'impression que le Ghana, c'est un pays très lointain du Togo. Le Bénin, c'est un pays très lointain et que les peuples ne sont pas identiques. Mais quand tu vois passer un Béninois, un Ghanéen,
ou un Togolais, c'est pas différence. facile de les reconnaître. Non, pas du On tout. sait qu'un noir est en train de passer. Et d'ailleurs, l'Européen, lui, vous assimile tous à des pauvres noirs. les Et ça s'arrête Africains, là. et puis Voilà. ça va. Et donc, pourquoi nous-mêmes, on ne va pas nous se dire, nous sommes Africains, faisons les choses ensemble pour avancer. C'est ça là. Oui, être ensemble. Samuel, c'est tellement, par exemple, en Europe, c'est tellement agréable de se déplacer. Hein, moi, je vais à Paris, je prends la voiture, par la route. Oui. Bon, je traverse la Belgique sans savoir que je suis entré en Belgique. C'est seulement si c'est la nuit, en Belgique, les autoroutes sont éclairées. Là, je sais que, je suis arrivé en Belgique. Quand je sors des autoroutes éclairées pour tomber sur une grande, belle autoroute, mais noire, je sais que je suis arrivé en Allemagne. Est-ce que vous voyez? Donc, personne ne m'arrêtera à une quelconque frontière Vous pour me demandez demander quoi? d'où je viens. Je suis dans l'Union européenne, je roule. C'est ça le gros pari hein, de nos États. Bon, moi, je parle de la CEDEAO. Ouais. Si vous tentez tout de suite d'aller dans le Ghana et que vous arrivez à la frontière avec votre véhicule, vous allez passer plusieurs minutes à faire Comment les formalités. minutes? Vous allez baver. Après, il y a une frontière à quelques kilomètres de là, j'oublie le nom de la localité, au niveau du Ghana, Sogakopé. Sogakopé, qui est une frontière, on ne sait pas à quoi ça À sert. l'intérieur, oui. Mais Samuel, même si tu fais autrement, tu veux prendre l'avion, le coût de l'avion de Lomé en Côte d'Ivoire, Ouais. c'est aussi cher que si tu fais Lomé-Paris. Paris. Ouais. Alors que quand tu es en Europe, Paris pour aller à Berlin, c'est pratiquement C'est- rien ouais. du tout. Et rien n'est facilité en interne. C'est ça le problème. Quand tu prends l'avion de l'Afrique et que tu atterris dans n'importe quel pays de l'Union européenne, il y a un contrôle préalable pour te faire accepter sur le territoire européen. Mais dès que tu es sur le territoire européen, on sait que tu es en règle, tu peux circuler partout où tu veux. Oui. Ici, même quand tu quittes le Togo pour aller au Ghana, c'est comme si tu avais une peau différente. Ouais. Il faut qu'on te traite avec tellement de prudence, etc., que franchement, tu n'as plus envie de refaire le trajet demain. Donc, c'est clair que les gens ne vont jamais se connaître. Vous avez parlé des transports aériens. Ouais. Les transports aériens ne sont pas démocratisés. C'est-à-dire que c'est pour l'élite. C'est pour l'élite, Combien ouais. de Togolais peuvent prendre l'avion pour aller à Abidjan, à Ouaga? Ils ne peuvent pas. Mais si c'était démocratisé, ça t'éviterait tous les tracas inutiles sur les frontières terrestres. Donc, dans tous les domaines, les commerçants, eux, ils se débrouillent. Hein. Vous allez, il y a des stations ici, vous allez, vous prenez un bus qui va directement à Abidjan, un bus qui va directement à Ouaga, à Bamako, à Niamey. Il y a des bus. Ça, c'est les commerçants. Oui. Ils se débrouillent entre eux et ils s'en sortent. Mais les États, les politiques, la diplomatie, rien. Il y a la diplomatie des gouvernants entre eux. Ouais. Et puis, bon, la population est à part. Mais ce sont des enjeux quand même dont ils sont très au fait. Moi, je me rappelle lorsque le Togo prenait la présidence tournante de la CEDEAO, l'un des premiers déplacements du chef de l'État, c'était à la frontière avec le Ghana. Et il a dit que des choses allaient se faire. Moi, j'attends. Ah oui, heureusement que tu attends. Heureusement que tu attends. Parce que ça n'a rien changé, ni du côté de la frontière, du côté du Togo, ni du côté du Bénin, du Ghana. Ghana. On continue toujours par faire la corruption exactement comme avant. On a dit, ah, bon, maintenant, là, on va libérer. Quand tu quittes, tu passes où? Tu ne passes nulle part. Déjà, à Plaou, ici, on te contrôle. Si tu prends une voiture, on va te faire garer quelque part. Et tu vas passer environ 2 heures, 3 heures avant de quitter là-bas. Et en laissant beaucoup de sous là-bas. Le lendemain, tu n'as plus envie d'aller. Non, c'est qu'on ne veut pas tout dire. On ne veut pas tout dire parce que à Flao encore c'est bon, c'est une frontière civilisée. Mais il y a d'autres points de passage. Vous allez avec votre voiture selon la marque de la voiture. Je dis parce que ça m'est arrivé. Par exemple, vous arrivez avec une Mercedes, une Toyota. On vous dit non, monsieur, les gens, quand ils amènent ça dans notre pays, ils les vendent. Nous, on ne veut pas que vous veniez vendre vos voitures. Tu es dans ta voiture hein, que tu conduis. On te dit non, non, tu risques de vendre ça là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les pièces de ta voiture, on garde à la frontière. Ça veut dire que le jour de ton retour, tu es obligé de passer par la même frontière. Ouais. Et c'est là qu'on te donne tes papiers. Donc on prend la carte grise de la voiture, tout, et eux-mêmes ils te signent un papier de singe que, bon, au cas où la police te dérange, tu peux montrer que c'est... Tout ça là, c'est quoi? Selon la marque de voiture, on ne te laisse pas passer. Ah, Flao ici, bon, on sait que tout le monde connaît tout le monde. Hein. Sinon, à l'intérieur, ce n'est pas les Togolais qui font ça. Hein. Ce n'est pas les Togolais qui refusent que telle marque ou telle marque passe. Non. Mais de l'autre côté, Mercedes, on refuse. Toyota 4x4, on refuse. On te prend les papiers, le jour de ton retour, on te les rend. Voilà. Ça veut dire qu'il y a encore un gros
chemin à faire. Merci beaucoup, Sogoyou Kegewe, d'être passé répondre à nos questions. Merci. Romaoulé, merci également d'être passé. Merci à tous d'avoir suivi Le Monde en 7 de ce samedi. On va prendre rendez-vous pour le samedi prochain.